qui date d'il y a un an plus ou moins, qui vient du GIEC, et qui vous dit qu'à partir de 2,5 degrés à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Dans cette expérience que nous faisons pour la première fois, qui consiste à faire varier le climat de la même ampleur potentiellement qu'une déglaciation sur une humanité sédentaire de 8 milliards de bonshommes, la seule chose absolument certaine, c'est que nous ne verrons pas arriver à l'avance toutes les conséquences possibles. Une bonne partie du zoo et du phytoplancton qui synthétisent des petites coquilles, donc les petits animaux marins qui sont en début de chaîne alimentaire, qui ont besoin de synthétiser du calcaire pour faire leurs petits squelettes. Alors, il fait déjà trop chaud dans certaines régions du monde et ce n'est que le début. Imaginez des villes entières devenir invivables où la chaleur et l'humidité combinées rendent la vie presque impossible. C'est un scénario de plus en plus probable à mesure que les températures mondiales continuent d'augmenter. Mais au-delà des simples chiffres, les conséquences sont humaines et géopolitiques. Des millions de personnes seront forcées de migrer, des conflits éclateront autour de ressources vitales comme l'eau et la nourriture. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce que le futur nous réserve, non seulement en termes de climat, mais aussi des bouleversements sociaux qui en découleront. On se retrouve donc à la fin de la vidéo pour discuter de ce qu'on peut faire pour changer la trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Dans cette expérience que nous faisons pour la première fois, qui consiste à faire varier le climat de la même ampleur potentiellement qu'une déglaciation sur une humanité sédentaire de 8 milliards de bonshommes, la seule chose absolument certaine, c'est que nous ne verrons pas arriver à l'avance toutes les conséquences possibles. Et comme le dictionnaire est bien fait, ça s'appelle une surprise. Donc à mesure que le climat se réchauffera, nous verrons arriver en quantité croissante des conséquences imprévues désagréables en quantité croissante. Voilà, c'est écrit. Il ne faut pas demander à la science de vous faire le menu du restaurant tout étant écrit à l'avance, et dites-moi si dans les champignons émincés, vous en avez mis 4 ou 5, ce n'est pas la peine. La science sera à jamais incapable de vous faire un tableau prédictif complet des risques que nous pouvons courir. Ce que je viens de vous donner comme liste ce soir, c'est à peu près le meilleur de ce que vous aurez en termes de visibilité d'ensemble sur les risques que nous courons. Tout ce que je vous raconte maintenant est sorti de la littérature scientifique, vous avez les sources. Ici, vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales, c'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt, sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. D'accord ? Par rapport à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est concentré sur la bande équatoriale ? Parce que c'est une zone dans laquelle l'air est saturé d'humidité. Vous savez que la température de votre corps est de 37 degrés. En fait, la température de votre peau est de 35. De votre front un peu plus, puisqu'on vous a tous pris la température pour vous laisser rentrer ici. Et vous avez vu, si vous avez regardé la température qui s'affichait, vous avez vu que c'était 35, pas grand-chose, la température extérieure. Entre 35 et 36. Si l'air ambiant monte à plus de 35 ou 36 degrés en étant saturé à 100% d'humidité, à ce moment, vous rentrez, vous êtes dans un environnement dans lequel votre corps ne peut plus se refroidir par déperdition thermique et il ne peut plus se refroidir par évaporation, c'est-à-dire la transpiration. Donc vous mourrez d'hyperthermie. Donc vous pourrez mourir d'hypothermie si vous êtes pris sous une avalanche et qu'on ne vient pas vous chercher, déjà d'asphyxie, mais tomber dans une crevasse, vous pourrez mourir d'hypothermie, ça c'est possible. Eh bien là, c'est les endroits où on mourra d'hyperthermie. D'accord ? Parce qu'on peut juste pas se tenir dans des conditions extérieures. Et vous avez le nombre de jours par an que ça concernera. Donc il y a des endroits, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple le Nigeria, un tout petit peu peuplé, etc. Voilà. Et bien évidemment, au fur et à mesure que nous irons vers des conditions de cette nature, si nous y allons, les gens qui y habitent là, ils ne vont pas rester là. Hein. Ils vont aller voir ailleurs le temps qu'il fait. Alors ils ne monteront pas tous dans un avion, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'avion. Mais enfin, de proche en proche, évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques massifs. C'est absolument évident. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un climat globalement plus chaud, il y a globalement plus d'évaporation, mais malheureusement, cette évaporation ne conduira pas à des précipitations qui augmentent partout. Le surplus global de précipitations sur Terre sera mal réparti, et il y a des zones dans lesquelles les précipitations vont beaucoup augmenter,
typiquement les hautes latitudes nord, et des zones, notamment le pourtour du bassin méditerranéen, donc nous on est aux avant-postes, où les précipitations vont significativement diminuer. En plus du fait que les précipitations diminuent, et vous le constatez probablement si vous allez faire un tour dans la nature pas très loin d'ici, à précipitation constante, si les températures augmentent, l'évaporation augmente et les sols s'assèchent, même si les précipitations ne baissent pas. Et ça, les arbres et les cultures n'aiment pas. Donc ça va mettre sous stress les arbres et les cultures. Et le bassin méditerranéen est particulièrement aux avant-postes, puisque avec un réchauffement de 2 degrés, on a déjà 20% d'assèchement des sols sur le pourtour du bassin méditerranéen. Alors une partie de ce pourtour, c'est tous les pays de la rive sud, qui sont déjà pas autosuffisants sur le plan alimentaire, qui seront, à cause de leur démographie, obligés d'importer de manière croissante tant qu'ils arrivent à nourrir les gens avec des importations. Et puis quand ils commenceront à avoir du mal à faire ça, bah, c'est le printemps arabe empire qui se redéclenchera. C'est exactement ça qui va se passer. Donc les millions de réfugiés en Europe, c'est marrant parce que je suis passé juste avant à une émission de radio, on m'a demandé ce que je pensais de la votation qui allait être proposée aux Suisses sur l'immigration. Alors ma réponse a été, la pression extérieure va augmenter de toute façon à cause de ce problème-là et d'autres problèmes, et si vous voulez être bien protégé contre l'immigration, il est plus urgent d'aller mettre beaucoup de pognon dans les pays qui ont de l'émigration possible à vous proposer, plutôt que de penser que vous allez vous barricader ici, parce que ça résistera qu'un temps, quoi. Là, vous avez l'évolution de l'humidité des sols et du coup l'évolution des rendements agricoles derrière. Et je vais aller directement à ce graphique qui date d'il y a un an plus ou moins, qui vient du GIEC et qui vous dit qu'à partir de 2,5 degrés à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Alors tous ceux d'entre vous qui ont lu leur cours d'histoire attentivement se rappelleront que l'insécurité alimentaire est le premier ferment d'instabilité politique. À partir du moment où les gens n'ont pas à bouffer, ils se révoltent. Ça marche très très bien. Nous, on a coupé la tête de notre roi. On le regrette un peu maintenant parce qu'on n'a personne à mettre dans le gala. On est obligé d'élire un président pour ça. Mais sinon, c'est évident que c'est quelque chose qui va beaucoup bouger. Le Groenland a commencé à fondre. Le Groenland a commencé à fondre et à partir de maintenant, il va continuer à fondre, quoi qu'on fasse. Parce que les processus la fonte du Groenland crée des tas de processus d'amplification de sa propre fonte. Le premier processus d'amplification, c'est qu'à la surface du Groenland, amenée par le vent, vous avez des poussières. Quand la neige fond, les poussières se concentrent, parce que les poussières ne fondent pas. Ça rend la surface plus sombre, et donc elle absorbe plus de rayonnement solaire, et donc elle fond encore plus. Le deuxième processus, c'est que si c'est la surface qui fond, quand la surface fond, l'altitude de la calotte baisse, parce que vous avez un peu moins en surface, et vous savez bien que quand l'altitude baisse, la température ambiante augmente. Donc ça fond encore plus vite. Et enfin, il y a un troisième processus qui amplifie la fonte, c'est la fonte de la banquise. Alors la banquise ne fait pas élever le niveau de l'eau en elle-même, puisque le glaçon est déjà posé sur l'eau. Mais par contre, si vous faites fondre la banquise, vous remplacez une surface très réfléchissante, qui est la glace, par une surface très absorbante, qui est l'eau océanique. À ce moment, plus de rayonnement solaire est absorbé, et à ce moment, la température ambiante de la calotte augmente, et la calotte fond encore plus vite. Tous ces trucs-là vont s'amplifier. Donc de toute façon, la calotte groenlandaise, elle est partie pour fondre et contribuer pour n'importe quoi entre 3 et 6 mètres à l'élévation du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. De toute façon, ça, le coup est parti. Et il y a probablement un processus identique qui est en train de se mettre en place sur la calotte antarctique de l'Ouest. Alors la calotte antarctique de l'Ouest, c'est cette partie-là. Il n'y a pas vraiment d'Ouest en Antarctique, puisqu'on est centré sur le pôle Sud. Mais cette partie-là, il y a un certain nombre de signaux assez inquiétants qui montrent que les glaciers sont en train de fluer beaucoup plus rapidement vers la mer. Cette calotte est posée pour l'essentiel, comme une bonne partie de celle-là aussi, mais sur un socle rocheux qui est sous-marin. Et donc, ça peut être également attaqué par la mer par en dessous. Quand elle se réchauffe, bref, il y a tout un tas de processus qui là aussi s'amplifient les uns les autres et il y a un vrai risque que ce truc-là se désagrège et contribue pour 6 mètres d'élévation du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. 6 plus 3, ça fait 9, plus la dilatation, et ben ma foi, dans quelques siècles, on pourrait avoir le nord de l'Europe qui ressemble à ça. Alors bon, vous me direz, les Suisses, on s'en fout, nous, notre littoral maritime est réduit à une expression assez simple. Je le redis, si ça se passe en Europe du Nord, je ne pense pas que la Suisse restera indemne des conséquences qu'il y aura en Europe au sens large. D'accord ? Alors, c'est pour dans longtemps. On pense que c'est pour dans longtemps. Cela étant, il y a des conséquences très amples comme ça, dont le doigt sur la gâchette est en ce moment.
Autre conséquence, je vous ai dit tout à l'heure qu'une partie du CO2 atmosphérique passait dans l'eau. Pour ceux d'entre vous qui ont lu des vieux Jules Verne, vous vous rappelez peut-être que on appelait le gaz carbonique dans les temps anciens. Alors avant qu'on oblige vos enfants à dire dioxyde de carbone, on leur disait gaz carbonique. Et avant gaz carbonique, on disait acide carbonique. Pourquoi acide carbonique? Parce que quand vous mettez le CO2 dans l'eau, il acidifie l'eau. Et donc le fait d'avoir du CO2 qui passe dans l'eau diminue le pH de l'eau. Et ça va rendre plus difficile la synthèse du calcaire par tous les organismes qui ont besoin de synthétiser un squelette en calcaire, et notamment une bonne partie du zoo et du phytoplancton qui synthétisent des petites coquilles, donc les petits animaux marins qui sont en début de chaîne alimentaire, qui ont besoin de synthétiser du calcaire pour faire leurs petits squelettes. Dans les animaux qui ont besoin de synthétiser du calcaire pour faire leurs petits squelettes, vous avez notamment les petits animaux qui ont donné lieu aux couches géologiques de calcaire, qu'aujourd'hui on ouvre pour faire du ciment et des maisons. Ça, c'est des coquilles d'animaux anciens, sédimentées, ces couches de calcaire. Donc, voilà, donc on empêche ces animaux de vivre. Le Covid, parlons du Covid. Alors le Covid ne doit rien au changement climatique a priori. Par contre, dans l'autre sens, ça marche. Quand vous chauffez le bouillon de culture, la biodiversité des agents pathogènes augmente. La nature aime bien être créative en termes d'agents pathogènes quand il fait un peu plus chaud. Les virus aiment bien ça. Et les microbes aussi. Donc, le changement climatique augmentera la pression pour qu'il apparaisse des trucs nouveaux qu'on n'avait pas vus avant, ou que des trucs qu'on avait déjà vus avant se mettent à prospérer dans des zones où ils ne prospéraient pas avant. Donc il va y avoir des surprises sur le plan des pathologies. Alors mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est-à-dire que mon sentiment, c'est que quand Greta Thunberg voit ça, et qu'elle nous dit « Mais vous, la génération d'avant, là, qu'est-ce que vous foutez ?» On a l'impression que ça vous indiffère totalement. Elle a raison, parce qu'effectivement, on en sait bien assez pour commencer à s'exciter sur la question. Voilà. Le fait qu'on ne le fasse pas, alors il y a un défaut de connaissance encore, évidemment, mais quelque part, encore une fois, la connaissance disponible est largement suffisante pour qu'on considère qu'il faut qu'on passe à l'action. Alors voilà, le changement climatique n'est plus un futur lointain. Il commence à frapper à nos portes. Que faire face à la montée des températures extrêmes et aux migrations massives? Est-ce qu'on est vraiment préparé à gérer ces bouleversements géopolitiques et environnementaux? Que devraient faire donc les gouvernements pour s'attaquer à ces risques sans attendre? Et au-delà des solutions politiques, qu'est-ce que vous, en tant qu'individu, vous pouvez faire pour limiter votre impact sur cette planète? J'attends vos réponses et suggestions dans les commentaires. Quelles sont vos idées pour contrer cette crise? Tout simplement, pensez-vous qu'on puisse encore inverser la tendance? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je serai dans les commentaires pour échanger avec vous un par un sur vos points de vue. À tout de suite.